Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de décryptage proposée par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux personnalités de l'expérience client. Je vais vous présenter quand même si je pense que tout le monde vous connaît. Alors Éric Dadian, qui est président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Très dur à prononcer. Et Chamouton, qui est le président de TCH Advisory, qui veut dire... Toujours choisir l'humain. 40 ans de ma vie. Très bien. Passé et peut-être 40 ans futurs. Bien, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler à la fois des enjeux de l'expérience 2023, mais surtout, on va parler aussi de comment distinguer le vrai du faux. On parle beaucoup d'expérience client, ça devient même un petit peu un sujet à la mode et on a parfois du mal à s'y retrouver. Et grâce à vous et à votre expertise sur ce sujet, on va pouvoir démêler le vrai du faux si ça vous convient. Avec plaisir. Donc là, c'est la première partie de l'émission et nous aurons ensuite un deuxième épisode. Très bien. Alors, en quelques années, on voit que la fonction de l'expérience client est devenue une fonction incontournable dans l'entreprise. Et ce que j'aimerais savoir, c'est avoir votre avis à vous. On voit que d'une entreprise à une autre, les périmètres d'action et les missions sont différentes. Donc, à votre avis, quel est pour vous le rôle et les missions idéales pour un directeur de l'expérience client dans une entreprise? Je commence. Donc sur la direction de l'expérience client, alors pour les plus anciens, vous voyez les cheveux blancs, ça nous amuse parce que en fait elle était située avant, c'était les centres d'appel, donc elle était située sous les télécoms. Il y avait des directeurs télécoms qui avaient en charge le PABX, le fameux central téléphonique, et comme ils avaient en charge le PABX, on a tous connu Nortel, Avaya, Lucent, etc. Eh bien, on nous donnait la direction des centres d'appel. Bon, évidemment, ça a bien évolué avec l'évolution des canaux, des technologies et de l'enrichissement, en fait, de toutes les interactions clients. Et aujourd'hui, on a des directions qui s'appellent relations clients, qui s'appellent expérience client, et qui sont rattachées, et ça, j'insiste là-dessus, à la direction générale. CEO, direction générale. Donc directement au COMEX. Directement au COMEX. Ça a tout changé. Ça a tout changé, je pense, depuis 2007, où il y a eu une inversion du sens de la relation client. Pourquoi? Parce que le client est devenu le centre du monde de l'entreprise. Avant, c'était le produit. Et à partir de 2007, eh bien, avec le smartphone, les clients ont pu prendre le pouvoir sur, bien sûr, la marque et décider avec leur communauté d'acheter, de s'informer par rapport au produit. Et donc le produit n'était plus le centre du monde. On ne poussait plus le produit, il fallait l'acheter, donc c'était fini. C'était le client qui décidait et c'est lui qui prenait le pouvoir. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer des directions expérience client. Pour juste compléter ce que je voulais dire, je pense que ce sont aussi devenues, les directions expérience client, des tours de contrôle. Donc en fait, elles surveillent tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur l'ensemble en fait des moyens de communication mis à la disposition des clients. Donc un lien fort avec la communication. Et très fort avec la communication et très fort avec le digital. Donc maintenant, on a des directions digitales, direction expérience client. La direction expérience client a le digital sous ses ordres. Pourquoi? Parce que c'est la donnée qui est devenue la plus importante. Pendant des années, on a perdu d'ailleurs l'ensemble des données et des interactions, souvent au téléphone, les verba volantes, des milliards de conversations téléphoniques. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Mais depuis 3-4 ans, je dirais que ça s'est accéléré et la donnée est devenue vraiment le cœur du réacteur, et ce qu'il y a de plus important dans l'entreprise. Les entreprises qui ont compris ça, eh bien, elles feront la différence. D'accord. Donc, l'expérience client avec une partie digitale et, in fine, un peu de communication aussi. C'est ce que je comprends. Pour maîtriser l'interaction avec le client. D'accord. Et vous, Thierry, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi eu des fonctions dans le domaine des relations, des ressources humaines. Quel est votre... Alors, d'abord, la première chose, je voulais dire à Éric que je suis ravi de faire cette émission avec toi, Céline, et avec lui, parce que l'amitié et l'élégance que j'ai pour lui obligent, elles m'obligeront toujours. J'ai eu la chance d'être 5 ans vice-président de l'AFRC, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Alors, moi, je vais prendre une position assez singulière sur l'expérience client et qui ne va pas vous surprendre par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je considère aujourd'hui, quelle que soit l'organisation, la mission doit être la même, 100% de conseillers clients heureux. 100% de conseillers clients heureux. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que dans notre métier, il y a une règle d'or qui dit que des conseillers clients heureux font des clients heureux, mais ça n'est pas symétrique. Et que l'expérience client aujourd'hui, elle se nourrit, elle s'enrichit de l'expérience des collaborateurs, et que pour que les collaborateurs aient envie de mettre le client au cœur de leur occupation, préoccupation,
il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Donc je dis, c'est de l'altruisme rationnel des patrons d'expérience client que de faire en sorte que leurs conseillers clients soient heureux. Et il faut qu'il y ait, pour qu'ils soient heureux, une véritable symétrie des attentions. Cette symétrie des attentions, c'est l'alignement parfait entre la promesse qu'on fait à un client et la promesse qu'on fait à un conseiller client. J'ajoute qu'aujourd'hui, cette vision a changé dans le sens de l'avantage du conseiller client. Avec la Covid, avec les nouvelles organisations, vous ne pouvez plus aujourd'hui offrir à un client ce que vous êtes incapable d'offrir à un conseiller client. Et moi, un peu à côté de l'expertise de mon ami Eric, moi je joue un peu le sociologue. Quand je vais dans un centre de relations clients pour savoir s'il y a une bonne direction de l'expérience client, je commence à demander 2 indicateurs. Quel est le taux d'absentéisme et quel est le turnover? Les 2 vieux indicateurs qu'on avait dans notre centre d'appel. Si tu as un taux d'absentéisme fort et un taux de turnover fort, tu peux être sûr d'une chose, que l'expérience client, elle est mauvaise. Et ça marche dans l'autre sens. Donc, commençons par nous préoccuper de la qualité de vie des conseillers clients qui font l'expérience du client. Donc ça concerne finalement toute l'entreprise, pas toute l'entreprise, mais toute l'entreprise. Une direction de l'expérience client. Exactement, toute l'entreprise. Si vous voulez que vos clients soient contents, faites en sorte que les gens qui servent le client le soient encore plus et encore mieux. Donc c'est vrai que dans la fonction direction expérience client, qui peut-être est la plus compliquée aujourd'hui par rapport à ce que tu disais, c'est qu'à la fois il faut maîtriser la donnée, parce que le client est au cœur de la stratégie de l'entreprise, mais en même temps, il faut être très bon en RH, mais il faut aussi maîtriser toutes les technologies. Donc il faut avoir en fait un ensemble de compétences qui est devenu très compliqué, avec d'ailleurs l'évolution des technologies. On parlera sûrement de l'intelligence artificielle tout à l'heure, donc ça va être aller déceler les meilleurs experts. Dans notre conclusion, on dira que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu encore. Oui, les COMEX, oui, les CEO commencent à considérer l'expérience client comme fondamentale, mais pas suffisamment. Mais d'où l'importance par rapport à ce que vous venez de dire, que cette fonction soit au COMEX, puisqu'elle est quand même au centre et à l'intersection de mais pour une raison assez simple, c'est que moi j'ai toujours une définition très simple du client. Qu'est-ce que c'est qu'un client? C'est celui qui fait les feuilles de paye, du PDG au conseiller client. Donc, si vous voulez avoir des bonnes feuilles de paie, il faut avoir beaucoup de clients. Si vous voulez avoir beaucoup de clients, il faut que vous ayez des gens qui soient contents de les servir. C'est aussi une tour de contrôle. C'est-à-dire que la direction expérience client, elle voit tout ce qui se passe autour de l'entreprise. Si l'entreprise est intelligente, elle est collaborative, c'est-à-dire qu'elle permet aux parties prenantes de rentrer dans l'entreprise. Les salariés dont tu parlais, mais aussi les clients, mais aussi toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les actionnaires. Tout le monde doit s'intéresser en fait à l'entreprise et à la co-construire. Co-construire les parcours, co-construire les produits. Donc on voit bien que c'est terminé l'entreprise qui décide tout, qui pousse son produit et tu dois l'acheter. C'est totalement plus dans l'air du temps. Et donc la direction expérience client, c'est pour ça que moi j'aimais bien l'exemple de Coca-Cola, qui disait toujours c'est une direction client et en fait c'est la tour de contrôle. Le Customer Interaction Center, c'est la tour de contrôle qui en fait vous dit ce que veulent vos consommateurs. Et si vous ne le faites pas, voilà, vous passez à côté du marché. Je te vois, tu es surpris, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé d'auditer une direction d'expérience client, donc je veux toute une grille d'analyse. Première question, est-ce que le président du COMEX vient de faire des écoutes? Non. J'ai dit, vous êtes hors jeu, vous êtes hors plaque. Comment voulez-vous établir une stratégie commerciale, marketing, qualitative, si vous ne savez même pas pourquoi les clients sont mécontents? Commencez déjà par gérer les satisfactions clients. Et vous savez que la qualité du traitement des réclamations, c'est le facteur clé de la fidélisation de vos clients. Eh bien, envoyer le président et son COMEX faire des échos de clients, ça participera de la valorisation du métier de conseiller client, et par ailleurs, ça participera de la connaissance du président de la raison pour laquelle les clients achètent ses produits, ses services, etc. Alors, donc c'est incroyable, ça, incroyable. Alors justement, si on parle de stratégie d'expérience client, c'était le thème central du salon stratégie client. Eric, il me semble... on y était. Voilà, l'affaire y était. Quels sont les points clés à retenir de ce salon? Alors, nous, on a retenu, parce qu'en plus, on posait, on fait toujours la plénière d'ouverture, on posait le thème de l'année. Et le thème de l'année, c'était comment est-ce qu'on co-construit ensemble le futur de la relation client? Quel sera-t-il sur les 2-3 ans qui viennent? Il ne faut pas aller plus loin, parce qu'après, c'est un peu compliqué. Et on s'est aperçu que, et surtout quand on voyait toutes les allées, que c'est la technologie qui dominait.
Autrefois, on a connu un salon CK qui s'appelait le Salon européen des centres d'appel, qu'on a co-créé avec la FRC, qui en fait était un salon où il y avait tout le monde, il y avait tous les acteurs. Il y avait les formations, il y avait les consultants, il y avait les villes, il y avait les outsourceurs, les grands prestataires, etc. Là, il n'y a plus que la technologie. Donc ça veut dire que le digital a pris le pouvoir. Donc ce futur de la relation client, est-ce qu'on veut que ce soit essentiellement des interactions avec de l'automatisation à outrance, du self-service, le client se débrouille, ou est-ce qu'on veut au contraire, et ça a été nos débats et nos stratégies d'entreprise, est-ce qu'on veut que ce soit, et ça tu vas adorer, d'abord l'humain. Et donc d'abord l'humain, ça veut dire évidemment changer les compétences, créer de nouveaux métiers, arriver à montrer qu'il va devenir plus... je pense qu'il va être augmenté en fait par les technologies et le digital, qui sont devenues... là on fait un panorama en ce moment à la FRC de toutes les solutions, mais il y a des centaines de solutions, qui soient aussi bien dans les grands éditeurs que dans les startups. C'est ahurissant tout ce qu'on peut faire, sur tout le parcours client, sur toute la chaîne de valeur client, hein, depuis l'acquisition jusqu'à la fidélisation, le feedback management, les réseaux sociaux, enfin c'est dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc comment l'humain, quelle sera la dose d'hybridation et comment l'humain va pouvoir apporter son expertise, son émotion, son intelligence, son empathie, tout ce qu'on sait, sa réassurance vis-à-vis du client. Et donc c'était ça le grand thème, c'est quelle hybridation, quel est le degré d'hybridation on met entre les technologies qui dominent actuellement et la valeur de l'humain et de l'expertise. Donc sans opposer forcément les deux. Non, au contraire. Non, au contraire, ils sont. Je souscris tout à fait à ce que dit Eric. J'ai toujours défendu l'idée que plus il y aura d'intelligence artificielle, plus il y aura besoin d'humains. C'est pas moins il y aura besoin d'humains, plus il y aura besoin d'humains. Pour une raison assez simple. C'est que la machine, l'intelligence artificielle, les chatbots, tout ce que vous voulez, ChatGPT dont on reparlera, mais tout ça, ça apporte une valeur ajoutée certaine par l'exécution de process complexes, rapides, maîtrisés, intelligents. Mais l'humain apporte une chose que jamais, jamais, jamais la machine ne pourra apporter, c'est la chaleur ajoutée, c'est la capacité à sentir et à ressentir l'émotion d'un client. Moi, je suis un être de chair et de sang, je suis fait d'émotions et je ne veux pas parler une machine qui comprend que dalle à mes émotions. Voilà. Et l'émotion, ça crée une certaine confiance et la confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Tu collabores avec des humains, tu ne collabores pas avec une machine. Enfin, c'est incroyable. Par contre, ce qui a été beaucoup plus dur pour les téléconseillers, hein, les collaborateurs dont on parle, c'est qu'on a vu se multiplier depuis le Covid le nombre de canaux. Donc on était à 3-4 canaux. On connaissait le téléphone, on avait le chat, l'email, voire le face-à-face. Mais là, on a vu à peu près 8 à 9 canaux arriver, donc en moyenne dans les entreprises, avec le WhatsApp, avec la vidéo, avec les TikTok, etc. Donc comment est-ce qu'un téléconseiller peut maîtriser aussi bien l'oral que l'écrit sur tous ces canaux qui sont devenus aussi de plus en plus mangeurs de temps et on veut de l'immédiateté, quoi. Le client, il veut pas attendre. Donc, il utilise un canal. Si ça répond pas assez vite, il en prend un autre. Donc, ça multiplie le nombre d'interactions et donc de sollicitations. Et pour lui, ça l'oblige à la fois, pour pouvoir apporter son expertise, à maîtriser aussi l'ensemble des canaux. Donc ça a complexifié toute l'interaction client. Et alors justement, pour mesurer la relation client, la satisfaction client, il y avait un indicateur, il y a toujours un indicateur dont on parle beaucoup, mais qui est décrié ces derniers temps, qui est le NPS, le Net Promoter Score. Et je souhaitais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, ça reste un indicateur pertinent? Et sinon, lesquels? Il y a eu, on a parlé tout à l'heure du turnover, par exemple. Alors, en fait, quand on regarde bien les choses, la réponse d'Eric sera intéressante, mais il y a tellement d'indicateurs aujourd'hui, on a tellement envie de tout mesurer et de tout comparer qu'on se perd avec tout ça et qu'il faudrait en fait avoir l'indicateur des indicateurs, celui qui synthétise tout. Pour ma part, moi qui suis un homme de l'émotion client, de l'émotion des gens avec qui je travaille, je considère aujourd'hui que le bon indicateur, c'est le score client, l'effort client. Je considère qu'un client, quand il appelle un centre de contact, il est déjà dans une émotion négative. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul le problème auquel il était confronté. Donc il se dit, je vais essayer d'appeler des gens dont c'est le métier de résoudre le problème pour moi. Mais déjà, il est dans un sentiment de dépendance, de culpabilité, je n'ai pas réussi à faire les trucs, etc., etc. Si le parcours client n'est pas simple, s'il n'est pas fluide, s'il est emmerdant, ça va augmenter son émotion négative. Et le premier conseiller client qu'il va avoir au téléphone, il va lui en mettre une. Donc, le but
de tous les indicateurs, c'est l'effort client. Il faut que l'effort client soit le plus réduit possible pour que son expérience soit positive et que si cette expérience est positive, eh bien, il achètera le produit ou le service, il restera dans la marque. Donc, oui, pour un indicateur des indicateurs, le NPS, il faut pas le sortir au prétexte qu'aujourd'hui il est décrit, et il faut le compléter d'autres indicateurs qui sont ce que tu disais, des indicateurs humains quand même, turnover, absentéisme, qui restent comme les grandes clés du savoir-faire des managers dans les centres de relations clients. Mais moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, l'effort client, l'effort que le client a à faire pour acheter un produit, exactement, doit être quelque chose qui doit être plus suivi que ça, Aujourd'hui, c'est désolé de le dire, mais Amazon, c'est quand même les champions du monde là-dessus. En 3 clics, tu as le produit chez toi. Pour tout le monde critique Amazon, mais le problème, c'est pas de les critiquer. Le problème, c'est de faire pareil ou de faire mieux. Il y a un autre concurrent d'eux, en 17 clics, tu n'es même pas identifié, tu sais même pas qui t'es. Alors, je vais prendre l'exemple d'un Français qui est aussi bon qu'Amazon, qui est Mano Mano, qu'on fait intervenir au salon stratégie client, ainsi que Carrefour. Et tous les deux nous disaient, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, bon, le NPS, il existe. Donc, on le garde pour l'instant. Il a des scores très différents par rapport au secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont très en dessous, surtout les télécoms ou les énergéticiens, parce qu'ils ont des volumes. Et en B2B, il est différent, donc, que tu connais bien. Donc, c'est vrai qu'il faut le garder. Maintenant, il y a le CES, et je suis d'accord avec toi que le Customer Effort Score a été créé par Bill Price, qui était le directeur expérience client d'Amazon, qu'on avait reçu à la FRC. Et on a vu des marques et des patrons d'entreprises comme Sixt qui sont venus nous annoncer l'année dernière qu'ils créaient le Customer, pas Effort Score, mais garde le E, Excitement Score. Donc, quelle est l'excitation ou quel est le sentiment d'excitation que tu as pu créer avec tes clients? Mais avant tout, il faut être accessible. Donc la SAT-CLI est toujours très importante. Donc si tu n'es pas accessible, après, en effet, les téléconseillers vont se prendre toutes les réclamations. Donc je dirais que c'est un ensemble NPS, CES, et tu as raison de dire qu'il aurait fallu créer un indicateur supérieur qui soit corrélé d'ailleurs avec la performance de l'entreprise. Si ces indicateurs sont bons, l'entreprise augmentera son chiffre d'affaires et son résultat. Les salariés de Carrefour jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au président, sont indexés en fait sur le NPS. Donc pour l'instant, ils utilisent celui-ci. Je suis d'accord avec toi que le CES serait complémentaire. Est-ce que d'ailleurs, si je reviens avec ce que tu dis sur la corrélation aussi avec les résultats de l'entreprise, c'est ce qui permet aussi de montrer l'importance de ces sujets en entreprise. Et auprès du CIO et du DAF, qui souvent n'investit pas sur des technologies, surtout sur de l'humain. Et on le redira ensemble, le niveau de salaire n'est pas suffisant par rapport à l'expertise qui est offerte aujourd'hui par les téléconseillers. Et Dieu sait s'ils ont de l'expérience, du métier, pour pouvoir justement connaître bien ce que veulent les clients. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la tour de contrôle, c'est-à-dire que c'est le pouls. Ils connaissent parfaitement les consommateurs, ce qu'ils veulent. Et donc, il n'y a que ces conseillers-là qui sont des intermédiaires, des ambassadeurs, des passeurs d'informations pour que l'entreprise comprenne que, forcément, si elle veut se développer des produits qui correspondent aux besoins, il faut qu'elle écoute la voix du client, il faut qu'elle écoute son client. Moi, je suis complètement d'accord avec Eric. J'ai un vieux proverbe que j'aime beaucoup qui dit qu'une mesure guère ne dure. Donc, il faut mesurer les choses. Il ne faut pas jeter le NPS. Il faut le compléter avec le CES et d'autres indicateurs de l'entreprise, de façon à avoir une évolution qualitative de la trajectoire de l'entreprise dans le temps. Très bien. Et c'est sur cette belle citation que je propose que nous faisions la conclusion de ce premier épisode. Je vous remercie tous les deux et on se retrouve très très vite pour le deuxième épisode. Donc en présence de Thierry et de Eric sur ces sujets de l'expérience client. À très vite pour le deuxième épisode. Nous serons là, ma chère Céline. À bientôt.